Très bien. On va donner le corrigitif de l'examen de remplacement que vous avez fait ce lundi, de résistance des matériaux, bien sûr. Donc, nous avons une poudre surplombante, c'est-à-dire c'est une poudre qui est en porte-à-faux, en acier, avec un profil en I, qui est appuyé en B et en C. On va la voir. C'est cette poudre qui est là, en acier, section rectangulaire, avec deux appuis en B et un autre appui en C, qui est soumise au chargement donné dans cette figure. Nous avons une charge ponctuelle vers le bas de 200 pounds et nous avons une charge répartie sur une partie de la poudre de longueur 10 foot, 10 pieds. Hein? La partie restante, bien sûr, la partie qui est en porte-à-faux, elle est de 4 pieds. Bien. Donc, première question, tracez le diagramme de l'effort tranchant T et du moment fléchissant M. Deuxième question, déterminez la position X pour laquelle nous avons le moment fléchissant max et calculez ce moment fléchissant max. Troisième question, pourquoi on doit calculer le moment fléchissant maximal? Et dernière question, expliquez le pourquoi de l'utilisation d'un profil en I au lieu d'un profil rectangulaire. C'est-à-dire le profil de la section, si on fait une coupe, là, son profil, il est en I. Pourquoi on n'utilise pas, dans ce cas précis, un profil en rectangulaire? Très bien. Donc, je vous rappelle que cet exercice, il est extrait du livre de Andrew Petel, c'est Mechanics of Materials. Donc, on commence toujours par le calcul des réactions d'appui. C'est un cas simple. Vous avez deux appuis RB, RC. Vous avez cette charge qui est là, en A, et la charge est répartie entre B et C. Elle est répartie sur une longueur de 10 foot. Donc, on va isoler le système, ce système qui est là, et on va appliquer le principe fondamental de la statique sur ce système libre. À ne pas oublier aussi, bien sûr, la convention de signe. C'est-à-dire que l'effort vers le haut, il est positif, et le moment antihoraire, il est positif. Donc, nous allons commencer par sigma des forces suivant Y. Vous avez moins 200. Vous avez plus RB. Attention là, on n'a pas encore calculé les RB et les RC. Plus RB, plus RC. Et vous avez moins, vous avez la densité de 120. Donc, c'est une densité de 120. Je vous rappelle le sujet. Voilà, densité de 120 livres par pied. Nous avons des pieds. Donc, nous avons 1200 livres. Et vous avez 1200 qui est là. Donc, la somme des forces, vous avez moins 200 plus RB plus RC moins 1200 égale à 0. Ça donne la première équation. RB plus RC égale à plus 1400 pounds. Nous avons deux inconnus, donc nous aurons besoin de deux équations. La deuxième équation, on a le choix, d'accord, mais nous allons utiliser sigma des moments par rapport au point C, qui est là. Très bien. Donc, vous avez le moment de cette force qui est là, c'est un moment vers le bas, donc moins 200, d'accord, fois 14, la distance totale, d'accord. Vous avez aussi ce RB qui est là, donc RB fois 10, RB fois cette distance 10, et vous avez aussi 1200 qui s'applique, c'est une répartition linéaire qui s'applique au milieu, donc c'est 1200 fois 5. Donc 1200 fois 5, donc là je peux corriger carrément, c'est 120 fois 10, bien sûr, fois 5 égale à 0. Et si je vais respecter donc les conventions de signe anti-horaire, donc c'est positif, et horaire c'est négatif. Donc nous allons trouver un RB de 880 livres. Donc ça va donner RB 880 pounds et RC, si j'applique la première équation, donc c'est 520 pounds. C'est les forces qui sont ici. Elles ont été déjà mentionnées dans ce schéma.
Très bien. Maintenant, je vais passer à la méthode de coupe. Première coupe, là, on a une coupe ici, entre la force en A et la réaction en B. Et on a aussi une coupe ici, entre ces deux réactions, et elle se trouve bien sûr dans la partie où vous avez une répartition linéaire. Donc, on va commencer avec cette partie qui est là. On va isoler ce tronçon de gauche et on applique les lois connues de la PFS. Donc, nous avons côté droit maintenant, on est à droite de la coupe, que je vais appeler par exemple le point D. Donc, sigma des forces, c'est moins 200. Et n'oubliez pas que à droite de la coupe, la convention de signe positif, elle est l'effort tranchant V vers le bas et le moment antihoraire. Donc, ça va me donner V égale l'effort tranchant à moins 200 pounds. Et pour les moments, là, dans certains livres, ils vous rappellent bien sûr la convention de signe positif. La flèche et le plus qui est là. Sigma des moments par rapport à la coupe D. Donc, vous avez un positif, il est là. Et vous avez moins 200x. D'accord? Donc, vous avez un moins 200x qui va vous permettre d'avoir le moment égal à moins 200x. Maintenant, en passant à la deuxième coupe, là, vous avez la répartition qui est là. D'accord? On n'oublie pas que x démarre toujours de point A. Donc, la distance qui est là où vous avez l'effort réparti, la charge répartie, elle est sur une longueur de x moins 4. C'est cette longueur qui est là, x moins 4. Et la force, elle s'applique au milieu. Donc, le bras de levier, c'est x moins 4 sur 2 par rapport à la coupe E. On applique la même chose. Sigma des forces par rapport à y, on trouve V, l'expression de V. Et là, vous remarquez que dans une charge répartie, la charge, l'effort tranchant, il n'est pas constant, il est fonction linéaire de x. Par contre, le moment, c'est une fonction au carré. Par rapport au cas d'une force qui est là, par exemple, dans le premier cas, vous avez une force ponctuelle. Là, vous avez le moment, fonction linéaire de x. Mais si vous avez une charge répartie, c'est au carré. Voilà, c'est cette équation. Donc, voilà l'équation du moment dans la deuxième coupe. Très bien, maintenant, on passe au diagramme. On va disposer la poutre avec toutes les... On va tracer. Dans la première partie qui est là, là, vous avez une charge ponctuelle. Nous avons trouvé une valeur de moins 200 pour l'effort tangent. Voilà, moins 200. Et elle est constante dans tout le tangent. Dans la deuxième partie, bien sûr, vous avez l'équation et vous allez remplacer par les valeurs extrêmes. Vous allez trouver une valeur de 680 pour x égale à 4 et une valeur de moins 520 pour x égale à 14. D'accord? Et là, vous appliquez directement, vous reliez, parce que dans le cas d'une charge répartie, on a vu que l'expression de V, elle est linéaire, donc on va tracer notre droite. Donc, obligatoirement, on va passer par un point nul. La même chose pour le moment, dans la partie d'une charge ponctuelle et les fonctions linéaires, donc vous appliquez l'équation, vous trouvez une valeur de 0 pour A et une valeur de moins 800 pour le point B, vous reliez entre les deux avec une droite. Et dans la deuxième partie, on a vu que le moment fléchissant, c'est une fonction au carré. Donc, c'est un tracé parabolique, comme ça. Et si on veut, comment on trace ce tracé, on va remplacer par les points importants, les points d'application des charges. D'accord, là, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Maintenant, on va chercher la position X qui va nous donner le moment max. Donc, on sait que la position pour laquelle le moment fléchissant est maximal, elle correspond à un effort tranchant nul. Donc, on est là. L'effort tranchant nul, il est là. Donc, il est dans la deuxième coupe, la deuxième partie. Donc, je vais prendre l'équation de l'effort tranchant dans la deuxième coupe et je vais l'annuler. D'accord? Donc, je vais prendre cette équation, deuxième coupe, je vais l'annuler carrément et je tire la valeur de x qui va me donner une valeur de 9,66 pi. Très bien. Laquelle je vais injecter dans l'expression du moment maximal, dans la deuxième coupe. Parce que le moment, il est maximal ici, dans la deuxième coupe.
là où vous avez les faux tranchants nuls. On est là, dans la deuxième coupe. Donc, je vais prendre l'expression du moment tranchant, du moment fléchissant, dans la deuxième coupe, qui est cette expression. Je vais remplacer le x par sa valeur. Et je tire la valeur de mon moment max, qui est égal à 11,27. Troisième question maintenant. Pourquoi on doit calculer mon fléchissant maximal? C'est clair. Il permet d'avoir la contrainte normale maximale qui nous permet de vérifier la résistance. C'est-à-dire, si cette contrainte, elle est inférieure à la contrainte admissible, donc ça va résister, sinon, elle ne va pas résister. Donc là, dans cette réponse, il faut mentionner les deux points. C'est-à-dire, elle permet d'avoir la contrainte normale et qui permet de vérifier la résistance. Eh bien. Dans la quatrième et dernière question, pourquoi on utilise un profil en I au lieu d'un profil rectangulaire? C'est clair. Parce que on a vu dans le cours que ça va donner la même résistance. C'est-à-dire, utiliser un profil en I ou bien un profil rectangulaire, vous aurez pratiquement la même résistance. Et, n'oubliez pas que nous avons une poutre surplombante en porte-à-faux, d'accord? Et en acier, si on va utiliser un profil en I, donc ça va fléchir. Donc, je répète, je vais revenir sur le schéma. Là, voilà la partie qui est, donc, ce schéma principal, qui est là. C'est toute cette partie AB qui est en porte-à-faux. Imagine, vous avez ici 4 foot. Imagine, vous avez ici de l'acier. Donc, ça va fléchir. On aura une flexion sans appliquer une force. Première remarque. Et deuxième remarque, si vous utilisez le profil en I, vous allez gagner du poids. C'est très important. Vous allez gagner du poids et pour la même résistance. Voilà.